je vais vous parler de ce petit livre-là, My Doc Lala de Roman Kent. Du côté francophone, c'est peut-être un livre un peu moins connu. Il a une certaine notoriété dans le monde anglo-saxon. Voilà, donc Roman Kent nous a quittés l'année passée, le 21 mai 2021, pardon. Il était président du comité international d'Auschwitz. Et voilà, je vais en fait vous raconter un peu cette histoire en deux phases. D'abord celle de Roman Kent, qui il était, et ensuite quel a été son parcours, en tout cas, quel a été ce lieu dont il parle en fait à mots couverts. Parce que My Doc Lala, Lala c'est l'histoire de son petit chien. Lala en polonais ça veut dire poupée. Et c'est à travers de cette histoire de son petit chien, parce qu'il était très jeune à l'époque, forcément, qui lui a permis de passer cette épreuve du ghetto, qui est, vous l'imaginez, extrêmement traumatisante pour lui et pour sa famille. Et en fait, il met l'emphase sur ce petit chien sans parler vraiment des horreurs qu'il y a autour. Bon, je vais vous expliquer quand même un petit peu les horreurs a posteriori. Donc d'abord, je vais faire les présentations, si je puis dire. L'histoire commence en Pologne, forcément. C'est la Seconde République polonaise. L'histoire commence à Łódź, donc ça se Lotz, mais en polonais ça se prononce Łódź. Ça veut dire bateau, d'ailleurs on le retrouve dans les armoiries de la ville. C'était donc une ville qui se trouve actuellement, donc ici on voit bien c'est pour ça que j'ai pris ce plan là, donc vous avez la Seconde République ici, et les limites de la Pologne actuelle, qui a donc fait un bond après la Seconde Guerre mondiale vers l'ouest. Alors, Łódź est au milieu du pays, c'est un peu la Manchester de la Pologne, parce que c'est une ville où au 19e siècle va se développer l'industrie, et plus particulièrement l'industrie du textile. Donc la famille de Roman Kent en fera partie. Donc Łódź est une ville avec plus ou moins 600 000 habitants, dont un tiers, grosso modo, est d'origine juive. Dans cette communauté juive, il y a de tout. Il y a de très pauvres jusqu'à de très riches. Je vais vous donner les deux exemples. Ici, donc, Łódź. La famille de Roman Kent, donc, c'est une famille juive aisée, on peut bien le dire, parce qu'ils ont un bel appartement à Łódź, ils ont une maison de campagne à environ 50 km de Łódź même, où ils passent les étés. Ça, il le décrit dans son ouvrage. Donc c'est une famille unie, juive, pratiquante, mais pas trop, donc ils sont vraiment heureux. Donc cette Seconde Guerre mondiale va vraiment tomber comme un coup de tonnerre dans la vie de Roman Kent, qui naît en 1929. C'est lui, donc ça c'est le petit Roman. À ce moment-là, il ne s'appelle pas encore Kent, il s'appelle Knicker. La famille s'appelle Knicker. Ils ont anglicisé ou américanisé leur nom a posteriori après la Seconde Guerre mondiale. Donc Roman, diminutif Romek Knicker, a un frère, Léon. Il a deux sœurs. Et leurs parents, donc Emmanuel Knicker, a une grande entreprise de textile, enfin pas la plus grande, mais ils ont un niveau de vie donc confortable. Et donc à un moment, lui le situe aux alentours de 1935, ils vont avoir un petit chien. Donc les parents vont acheter un petit chien qui sera Lala. Alors ici, je vais tout de suite faire un saut dans l'histoire, parce que donc Roman Kent va passer toute une partie de sa jeunesse donc à Łódź, va passer aussi une partie de sa jeunesse malheureusement dans les ghettos de Łódź, une fois que les Allemands vont imposer cela. Donc le 8 septembre 1939, les Allemands arrivent à Łódź, vont occuper la ville, vont directement prendre possession des biens juifs. Donc les usines, etc. seront pris aux familles juives, et la famille de Roman Kent va devoir aller habiter dans une partie de l'ancienne usine de son père. Donc en fait la famille va devoir se
en fait un peu se calfeutrer jusqu'au moment où ils vont devoir regagner le ghetto fin avril 1940. Alors, je vais y revenir, mais Łódź changera également de nom parce que l'Allemagne va changer pas mal de noms non polonais qu'ils trouvent imprononçables, donc ils vont changer le nom de Łódź en Litzmannstadt. D'où ça vient, je vais y revenir. C'est une blague juive. Et donc voilà, la famille va toujours être suivie par Lala, ça il le décrit avec beaucoup d'émotion, parce que Lala ne va jamais les abandonner jusqu'à un moment fatidique. Je vais vous en lire quelques passages. Mais donc c'est une des choses qui va le faire tenir, parce qu'il le dit très bien, en fait, nous on ne se fait pas trop de soucis, ce sont nos parents qui se font les soucis pour nous en fait, hein. Donc à ce moment-là, tout ce qui leur importe, c'est que Lala soit bien avec eux et que la famille soit plus ou moins réunie, même dans le ghetto. Comme vous le savez peut-être, le ghetto de Litzmannstadt est une exception dans le monde des ghettos. C'est le deuxième plus grand ghetto après celui de Varsovie. Il aura son utilité, je vais y revenir brièvement après. Il va durer jusque le mois d'août 1944 où une grande partie, 67 000 juifs du ghetto de Litzmannstadt vont être déportés vers Auschwitz-Birkenau, dont Roman Knicker, son frère Léon, ses deux sœurs et sa maman. Le papa sera déjà décédé en 1943 dans le ghetto à cause des mauvaises conditions, le manque de nourriture et les maladies qui y régnaient. Donc malheureusement, le papa n'est déjà plus là. La maman va décéder, être assassinée, est plus correct, à Auschwitz. Et enfin, les deux sœurs vont être sauvées et vont se retrouver en Suède, mais une des deux sœurs va mourir peu après la Seconde Guerre mondiale, des épreuves justement de la Seconde Guerre mondiale. Roman et son frère connaîtront un autre destin. En fait, ils vont être libérés lors d'une marche de la mort entre Flossenbürg et Dachau. Donc une fois que Auschwitz a été libéré par les soviétiques, les nazis avaient déjà anticipé la chose en envoyant leurs détenus vers l'ouest, donc vers le Reich, vers les camps de concentration du Grand Reich, donc à l'abri des Alliés, pour que les détenus, les prisonniers ne tombent pas entre les mains alliées. Donc ils sont libérés en avril 1945, donc Roman et Léon. Ici, on voit Roman. Et donc, en 1945, ils vont rejoindre en fait une sorte de troupe de jazz américain, de Happy Boys, qui vont exister de 1945 à 1949. Eux ne vont pas rester jusqu'en 1949. Donc déjà, en 1946, ils vont partir pour les États-Unis. Cette photo-ci date du 6 avril, si je ne me trompe pas, 1946. Et 2 mois après, ils prendront le bateau vers les États-Unis. Ici, on voit Roman et Léon, Knicker à ce moment-là, mais qui deviendront bientôt Kent quand ils seront arrivés aux États-Unis. Donc ça n'a pas été une mince affaire. Il y aura une sorte de directive spéciale du président Truman pour accueillir des rescapés de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, parce que comme vous le savez, rentrer aux États-Unis, ce n'était pas une mince affaire. Ça avait d'ailleurs été un grand problème avant la Seconde Guerre mondiale, avec cette fameuse conférence d'Évian qui n'avait pas eu beaucoup de résultats pour les réfugiés juifs. Alors, Roman Kent va y reconstruire sa vie. Son frère, lui, va devenir neurochirurgien. Lui, va devenir un homme d'affaires. C'est un cliché peut-être, mais il va être assez heureux en affaires et également heureux en amour, parce qu'il va y trouver son épouse, Elena Starkman, qui va décéder en 2017. Donc ils connaîtront quand même une assez longue vie ensemble. Ils auront 2 enfants, des petits-enfants. Et en fait, lui, c'est pas du tout un écrivain à la base. Donc il a eu quand même pas mal de temps avant de donner son témoignage, enfin, ou de le mettre par écrit par le biais de My Doc Lala. Il va attendre jusque dans les années 2000 finalement, mais il sera toujours très impliqué dans les institutions qui vont s'occuper de réclamer à l'État allemand la Claims Conference. Donc il a été trésorier de la Claims Conference.
Il a toujours été très impliqué aussi dans les demandes de restitution, ou en tout cas de reconnaissance pour les gens qui ont sauvé des juifs, qui ne sont pas eux-mêmes juifs, donc les justes parmi les nations, comme dirait le Yad Vashem. Et donc, ça va quand même le poursuivre toute sa vie. À ce moment-là, donc ici, c'est une photo plus ou moins en 1957 qu'il s'est marié avec sa femme, où il est Roman Kent. Donc, Knicker a été changé en Kent. Donc, vous avez le livre que je tiens en main, que j'ai apporté aujourd'hui, et qui est le centre un peu de mon exposé. Et il va également, disons, pour les plus adultes, parce que quelqu'un qui lit ceci va peut-être rester sur sa faim, parce qu'un adulte qui connaît un peu l'histoire va y reconnaître des choses, et c'est ça la chose intéressante aussi, parce que vous savez, et donc, dans ces mots quasiment innocents, vous savez l'horreur qu'il peut y avoir derrière, alors qu'un enfant qui va le lire, qui peut le lire, parce que justement, il ne va pas lire les horreurs dans le texte, il va peut-être passer à côté de ça. Mais c'est une façon d'aborder la Shoah, je pourrais peut-être dire même en douceur, sans leur claquer des images mortifères à la gueule, si je puis dire, et donc sans les choquer quelque part. Pour les grands, entre guillemets, donc il a écrit son témoignage, Courage was my only option, sur sa vie avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Il y a également, vous trouvez ça sur YouTube, un petit dessin animé qui est son histoire. Donc c'est lui qui raconte dans son fauteuil, déjà à un âge très avancé, hein, il a dans les 90 ans, donc dans les 90 ans quand il l'a fait, je pense. Et donc on voit un peu avec, ça s'appelle Lala 360 et 360 parce qu'en fait quand vous allez sur YouTube, vous savez en fait tourner dans le dessin animé. Et donc vous voyez, comme sur certains sites, vous rentrez quelque part dans le dessin animé. Voilà, je vais vous lire un petit morceau ici. Donc au moment où il a eu Lala pour la première fois dans sa vie. Donc là, on refait un petit saut en arrière, hein, donc plus ou moins au milieu des années 30. Dès le premier moment où j'ai vu Lala, je l'ai adorée. J'étais comblé de joie. Je passais des heures et des heures de plaisir à simplement la regarder. Jouer et courir dans tout l'étage avec Lala, c'était un pur bonheur. Le chien qui ressemblait le plus à notre Lala était le Spitz finlandais. Mais nous n'avons vraiment aucune idée de quelle race elle était. Ça ne nous préoccupait pas. Nous savions que nous la voulions et que nous l'aimions. C'est tout ce qui comptait. Donc il y avait vraiment ce lien avec cet animal, avec cette bête. C'était devenu un membre de la famille. Et ça va l'accompagner durant toute une période, en tout cas, dans le ghetto. Alors justement, le ghetto, parlons-en. Donc le ghetto de Łódź, ghetto Litzmannstadt. Alors, d'où vient ce nom Litzmannstadt durant la Première Guerre mondiale? C'est le général Karl Litzmann qui va conquérir cette zone où se trouve Łódź. Parfois on lit aussi Łódź ou Łódź parce qu'à l'époque, je parle alors au XVIIIe siècle, cette zone avait été inclue dans la partie prussienne, donc ça se retrouvait en Prusse, donc il y avait aussi un nom plus à consonance allemand. Mais les nazis ont préféré donner le nom du vainqueur de 1914, le général Litzmann, qui était lui aussi assez proche des nazis. Donc c'était un pro-nazi, et donc il a eu droit à son nom de ville, si vous voulez. Donc le 11 avril 1940, la ville va officiellement changer de nom. Alors, c'est une situation aussi particulière parce qu'on n'est pas comme dans les zones de l'Est de l'Europe. Ici, on a vraiment... Ici, vous avez cette zone-là, donc c'est un Gau, le Warthegau, qui va être annexé directement au Reich. Qu'est-ce que ça veut dire? Łódź sera, pour les nazis, en Allemagne et sera traité comme une ville allemande, avec tout ce qui va avec. Donc il y a une différence entre le Warthegau et par exemple le général-gouvernement avec la capitale Cracovie, où il y aura les trois fameux centres d'extermination, Belzec, Sobibor, Treblinka, qui sera une sorte d'état tampon qui sera dirigé depuis Cracovie, mais les vrais ordres se donnent à Berlin.
Or, le Warthegau, lui, est vraiment annexé. Donc, les nazis vont essayer de nettoyer ce Warthegau aussi vite que possible de ces juifs, mais également, tant que faire se peut, de ces Polonais. Parce qu'ils veulent germaniser ça à grande vitesse. Et donc, il y aura des déplacements de population dans tous les sens. À Łódź, ça va poser un problème, parce que je vais y revenir tantôt. Ici donc le plan, le Gau-Wartheland ou Warthegau, c'est les deux noms que vous retrouverez dans les ouvrages qui lui sont consacrés. Donc en 3 districts, est divisé en 3 districts. Alors, il va exister à partir du 1er novembre 1939, il cessera forcément d'exister à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand les nazis seront chassés de la Pologne par l'Union soviétique, par l'armée rouge. Hein, donc, ils vont... et d'ailleurs, les Allemands qui avaient été dans ces zones-là, donc il y avait une petite minorité d'Allemands qui habitaient déjà là à l'époque polonaise, qui vont être également chassés en 1945. Donc 1945-1946, il y aura de grands déplacements d'Allemands définitifs, en tout cas, de l'Est vers l'Ouest de l'Europe. Ce qui fera une sorte de paradoxe, parce que l'Allemagne, bien qu'ayant perdu la Seconde Guerre mondiale, avec l'afflux de tous ces gens qui fuient l'Est, vont finalement se retrouver avec plus ou moins le même nombre de personnes en Allemagne. C'est pour ça aussi, c'est une des clés du miracle économique allemand, c'est qu'ils avaient finalement comblé quelque part leurs pertes. Donc ça, c'était en annexe. Environ 4,5 millions d'habitants, donc avec beaucoup de juifs, hein, il y a beaucoup de shtetl dans le Gau-Wartheland, des petits villages. La première chose qui va devoir être créée, ce seront les Judenräte. Avant les ghettos, il y aura les Judenräte, les conseils juifs. Parce que le conseil juif, ça c'est vraiment la clé de voûte du système nazi, c'est les juifs vont identifier les autres juifs, vont les lister, vont nous fournir ces listes, et justement ce sera le moyen de communication avec les juifs, entre nazis et juifs. Ce sont ces Judenräte. Litzmannstadt sera un exemple quasiment unique, et je peux laisser tomber le quasiment, en la personne du chef du conseil juif, je vais y revenir. La capitale, c'est Poznan en polonais. Donc maintenant, si vous allez en Pologne, ne dites pas Posen parce que ça la fout mal. Hein. Donc, le centre d'extermination, je vais dire, c'est une solution, entre guillemets, pour le problème juif des nazis local, parce qu'il va s'occuper, entre guillemets, de nouveau, uniquement du Gau-Wartheland. Il y aura quelques juifs qui vont venir de Vienne. Il y aura également des Tziganes qui vont venir de Vienne, qui vont arriver à Łódź et qui vont être transférés vers Chełmno. Ce sera le centre d'extermination Kulmhof en allemand, donc Chełmno nad Nerem en polonais, à ne pas confondre avec la ville de Chełmno à une bonne centaine de kilomètres au nord. Ici, c'est un tout petit village, hein, ça ne représente rien du tout, où des camions à gaz seront utilisés pour exterminer la population juive, des petits shtetl de ce Gau-Wartheland. Pour Litzmannstadt, donc pour le ghetto de Łódź, il y aura une exception temporaire. Le Gauleiter est Arthur Greiser. Arthur Greiser est un fanatique nazi, anti-juif bien entendu, mais aussi anti-chrétien. Donc c'est quelqu'un qui veut bien se faire voir de ses supérieurs, it est de Himmler et de Hitler, et qui va vouloir nettoyer son Gau Manu Militari. Alors, ici Posen, je les ai indiqués. Kulmhof se trouve environ entre Litzmannstadt et la petite ville de Kolin, et Litzmannstadt même. Alors, le ghetto de Litzmannstadt, chaque année, quand il n'y a pas de Covid et quand il n'y a pas de guerre qui nous en empêche, nous faisons un voyage d'études sur les traces de la Shoah en Pologne. Et nous allons chaque fois visiter le lieu où vivaient les Juifs qui ont été exterminés, parce que le but, c'est chaque fois de montrer où vivaient ces gens, qui étaient ces gens, parce qu'on l'a évoqué là tout à l'heure, on oublie parfois, ce ne sont pas que des victimes, ils avaient une vie avant, ils avaient tout ce qui allait bien, il y avait tout ce qui allait mal, etc.
Et donc on essaie un peu d'expliquer qui a été exterminé finalement, quelle était leur vie, quelle était leur signification et qu'est-ce qu'il n'y a plus. Donc on visite chaque fois l'ancien ghetto, le lieu où ils ont été déportés, le Umschlagplatz, et enfin le centre d'extermination qui est pertinent pour le lieu et pour Chelmno, enfin le centre d'extermination de Chelmno. Donc les gens partaient d'ici du Radegast, Radogosz. Alors c'était une ville, je l'ai dit, avec une vie très très active, hein, une vie ouvrière aussi très active. Il y avait déjà eu des révoltes par le passé pour les meilleures conditions, etc. Il y avait une vie juive très active, il y a des journaux en yiddish, enfin tout ça, tout ce qui a été détruit en fait. Hein. Il y a parmi ça le grand cimetière juif, à ma connaissance c'est le plus grand cimetière juif d'Europe, qui est splendide, hein, donc qui a été annexé, si je puis dire, au ghetto. Donc ici, on est dans le centre, enfin, pardon, on est au nord de la ville de Łódź, dans un des quartiers un peu moins bien famés, où il y avait encore pas mal de maisons en bois. Il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas de facilité, et donc les Juifs ont été concentrés dans cette partie-là de la ville. L'ancien cimetière, le nouveau cimetière. Alors ici, ces rues-là, ce que vous voyez ici, ça ce sont les rues aryennes. Ça veut dire, ce sont des rues où les Juifs ne peuvent pas venir. Et pour ça, il y a des ponts en bois, un peu comme à Varsovie, qui vont permettre aux Juifs d'aller d'un quartier à l'autre sans toucher, sans mettre pied sur la rue aryenne. Le point de contact entre le monde aryen et le monde juif, toujours dans la terminologie nazie, c'est ici. C'est le Bałtycki Rynek en polonais, c'est le lieu où il y aura les entrepôts, parce que les Juifs qui vont être cantonnés dans ce ghetto vont devoir travailler, vont devoir produire. Ce sera une des clés aussi de leur survie momentanée, ce sera également une des clés de la longévité de ce ghetto, parce qu'il servait aux nazis. Donc il n'y avait pas vraiment de raison de le détruire trop vite, parce qu'il était... Et justement... Greiser avait d'abord voulu évacuer tous les Juifs de son Warthegau, et donc ça ne marchait pas parce que l'économie se serait complètement effondrée. Donc ils avaient besoin de cette main-d'œuvre dans un premier temps. Il n'y avait pas de plan B à ce niveau-là. Il y avait également une sorte de camp dans le camp, c'est le camp des Tziganes qui avait été expulsé du Grand Reich, donc de l'Allemagne et de l'ancienne Autriche. Voilà, donc ça c'est notre voyage. Vous avez ici, donc ça c'est ce marché dont je parlais, et donc c'est dans cette zone-ci que Roman Kent et sa famille seront emprisonnés, hein, parce que c'est un ghetto, il n'y a pas de mur comme à Varsovie qui sera construit, mais les barbelés seront tout aussi efficaces, et il y aura encore un moyen supplémentaire, je vais y arriver tout de suite, pour vraiment isoler ces gens du reste du monde. Un moyen très astucieux. Les points noirs, c'est quoi, s'il vous plaît? Pardon? Sur la carte précédente, les points noirs, c'est quoi? Les points noirs, ce sont des lieux de travail. Donc ici, vous avez, donc c'est mis ici, ce sont les ghetto factories. Ce sont les lieux où les Juifs devront travailler. Donc les Juifs, à partir de 10 ans, devront travailler. Donc il y aura aussi une possibilité pour les enfants d'aller à l'école. Il y aura aussi des initiatives culturelles qui vont se maintenir dans ce ghetto malgré tout. C'est ce qui en fait une exception à la règle. Et donc ces points noirs, c'est tous des usines qui porteront parfois aussi le nom de la ville d'origine. Francfort, Vienne, Berlin, des villes d'origine des Juifs qui y sont envoyés. Donc il y a des Juifs, donc il n'y a jamais 2 mois le même nombre d'habitants dans ce ghetto, parce qu'il y en a qui sont déportés via Chelmno, et en même temps il y en a qui arrivent de zones qui seront libérées entre guillemets de leurs Juifs. Alors donc ici c'est un hangar avec... donc ça c'est le lieu aujourd'hui, donc c'est un des lieux que nous visitons, où nous passons une matinée à Łódź pour vous montrer les lieux de l'ancien ghetto. Donc le Bałtycki Rynek, donc il y a toujours une sorte d'entrepôt, le marché couvert, hein, comme on en trouve beaucoup en Europe de l'Est. Et sur le sol, vous voyez ici, ça s'efface plus ou moins, la limite où était le ghetto. Donc pour être clair,
ici où je me trouve, vous êtes dans la zone ghetto, et de l'autre côté ici, ça c'était la zone nazie, la zone aryenne. Donc c'était le seul point de contact, ce marché entre les deux mondes. Ici, un des ponts donc ça c'est pas à Varsovie, c'est bien à Łódź. Donc ici, la rue, elle est aryenne, hein, donc elle était interdite pour les juifs. Et donc il y avait parfois juste des piquets en bois et des barbelés, mais qui étaient bien sûr gardés des deux côtés, parce que le côté extérieur c'était la Ordnungspolizei qui gardait les lieux, et à l'intérieur il y avait la police du ghetto juif. Donc il y avait une police juive, ces gens également avaient un brassard qui devait faire régner l'ordre dans le ghetto. Alors, il y a plusieurs albums de victimes, mais aussi albums de bourreaux, qui ont été créés durant toutes ces années. Donc pendant 4 ans, ils ont quand même eu le temps de pas mal faire de photos de ces lieux, ce qui a permis aux gens de Łódź, donc du musée du Radegast actuel, donc là où le train partait, de créer une grande maquette très détaillée de ce ghetto. Et donc là, vous voyez le cimetière, donc, et le marché que j'ai montré, donc c'était un zoom ici, il se trouve là. Alors, qui était l'Allemand? Je vais juste vous donner 2 noms en fait qui sont importants pour ce ghetto. C'est le nom de Hans Bibo. Hans Bibo, c'est le chef de la Ghettoverwaltung. Lui, c'est un homme d'affaires. C'est un membre du parti nazi, donc il a l'insigne et tout ça. Il a un ami haut placé, pas du moindre, donc c'est Reinhard Heydrich. En général, dans le Reich allemand, quand vous êtes ami de Heydrich, tout le monde se calme tout de suite. Heydrich était le grand chef du Reichssicherheitshauptamt, le chef de toutes les polices. C'était le bras droit de Heinrich Himmler. C'était la tête pensante de la Shoah. Donc Bibo, lui, c'est un homme d'affaires. Il va y trouver son compte à faire produire ses uniformes et tout ce qui va avec par des juifs qui sont très mal payés, voire pas du tout. Hein. Ils sont payés en nourriture, ou en bons de nourriture. Et donc lui, ça va lui rapporter gros. Il avait aussi tout intérêt à ce que le ghetto continue à persister, parce que lui, sinon, son business s'arrêtait. Les gens qui gardaient, les SS ou les policiers qui gardaient ce ghetto, ils préféraient être là aussi, parce que sinon, dans des phases ultérieures de la Seconde Guerre mondiale, c'était le front de l'Est. Donc ils préféraient franchement être là. Eux aussi, ils avaient l'avantage à ce que ça reste, que ce ghetto reste. Hans Bibo, donc, il sera arrêté après la Seconde Guerre mondiale, il sera livré aux Polonais et pendu en 1947. Donc ça c'est à l'époque où il a été arrêté en Allemagne. Donc là il n'y aura plus personne pour le protéger. Donc c'est lui qui donnait ses ordres directement au chef du Conseil juif. Chef du Conseil juif, c'est le fameux dans tous les sens du terme, Chaim Mordechai Rumkowski. C'est un pédagogue, qui n'a pas eu d'enfant par lui-même, mais qui, au moment de la création de ce conseil juif en octobre 1939, va devenir chef du conseil juif. Donc c'est lui la personne de contact direct de Hans Bibo, et donc qui va gérer ce ghetto. Lui va tout de suite voir l'intérêt qu'il y a à être utile pour les nazis, et donc il va faire travailler les juifs dans le ghetto de tous les âges quasiment, hein. De tous les âges. Ça je vais y arriver parce que justement les gens qui seront considérés comme inutiles connaîtront une fin fatale en 1942. Ici on voit d'ailleurs un des policiers, un des membres de la police juive du ghetto. Donc inutile de dire que aussi bien Rumkowski que les membres de la police n'étaient pas bien vus des gens. Il régnait aussi un peu comme un dictateur, enfin un peu beaucoup, hein. Certains parlaient même du roi Rumkowski. Donc il y a 2 aspects à son histoire. Roman Kent ne revient pas dessus dans son livre, parce que pour lui, Rumkowski, il connaissait peut-être de nom, mais à part ça, il s'en foutait, il avait genre 10 ans, donc c'était pas la préoccupation première. Ici, le lieu où habitait Rumkowski à l'époque, donc c'est un ancien hôpital.
Et donc Rumkowski faisait hebdomadairement des discours. Donc il avait une politique qu'il menait de main très ferme. Hein. Il essayait toujours d'anticiper de 10 minutes les décisions allemandes. Il s'en vantait et donc il allait toujours dans la direction, enfin dans le sens des Allemands. Ça, il n'avait pas beaucoup le choix, mais il y allait parfois même un peu plus afin de plaire à Bibo et aux autres nazis qui étaient au-dessus de cette Ghetto-Verwaltung. Ici, vous avez l'église, hein, donc qui est toujours là, l'église qui était vidée à l'époque du ghetto et qui servait de lieu de stockage. Et le lieu aujourd'hui, donc c'est un des lieux où on passe, on sait s'orienter avec l'église. Le lieu est encore une sorte de terrain vague avec un bâtiment juste au milieu. Et c'est là que Rumkowski va devoir faire un de ces appels horribles. En 1942, septembre 42, il y aura une période du 5 au 10 septembre 42, la Gesperre, donc il y a interdiction d'aller où que ce soit. Et il va recevoir l'ordre des nazis de la Ghetto-Verwaltung. Les gens qui ne travaillent pas devront sortir du ghetto. Qui ne travaillent pas, les gens trop âgés et les enfants de moins de 10 ans. Donc lui, il va devoir demander aux gens de remettre leurs enfants de 0 à 10 ans. Donc c'est une demande inique, c'est horrible, mais il va devoir le faire. Et donc il y aura donc entre le 5 et le 10 septembre 1942 une déportation des personnes malades également, âgées et des enfants de 0 à 10 ans vers le centre d'extermination de Chelmno. Pour rappel, Chelmno, il n'y a pas de sélection, c'est pas comme à Auschwitz-Birkenau, c'est un centre d'extermination. Tout le monde qui y arrive est exterminé dans l'heure. Donc Bibo, par exemple, était parfaitement au courant de Chelmno, etc. Donc, ça y est, après la guerre, bien sûr, durant leur procès, ils ont dit « moi, je ne savais pas, etc. Moi, je m'occupais de l'économie. » Ils savaient tous très bien ce que c'était Chelmno, ce que ça voulait dire Kulmhof. Ici, un des timbres du ghetto, parce qu'en fait, ce qui a été terriblement astucieux pour isoler les gens du ghetto du reste du monde, c'est l'argent que vous connaissez n'existe plus. Il y a l'argent du ghetto qui ne vaut pas un clou en dehors du ghetto, bien entendu, donc vous êtes de facto isolé. Les timbres, c'est ceux du ghetto. Et donc, ça c'est un des traits dictatoriaux de Rumkowski. Il va mettre sa tête dessus, il va profiter aussi de cette situation. Et donc, là où on peut dire il a essayé de faire survivre ces gens quelques années de plus, oui. Mais en d'autres cas, il y a pas mal de témoignages qui montraient que c'était quelqu'un qui a été dévoyé de toute façon par les nazis, qui aurait probablement préféré ne pas être là à ce moment-là, mais bon, voilà. Alors, ici, le site du Radegast aujourd'hui, donc le mémorial, avec donc ici la gare. Donc la maquette que je vous ai montrée, elle est à l'intérieur de ce bâtiment, avec la mise en position d'un wagon d'époque, un wagon contemporain. Donc on ne sait jamais s'ils ont vraiment servi à, mais ils sont contemporains de. Alors, je refais un petit saut en arrière, au début de la Seconde Guerre mondiale, donc au moment où les Allemands envahissent la Pologne, Roman Kent et sa famille sont dans leur maison de campagne, et donc ils vont devoir la quitter in extremis. Ils vont devoir prendre le train, ils préfèrent laisser Lala, enfin les parents préfèrent laisser Lala chez le voisin, qui lui est polonais, et donc ils vont partir la mort dans l'âme avec tout plein de gens qui vont essayer de fuir l'avancée allemande, hein. Ils vont essayer de rentrer à Łódź. Et donc, bon, les enfants sont atterrés parce que justement il n'y a plus leur petit chien, c'était ça leur préoccupation, ils se faisaient un souci d'encre. Alors, le train avançait de manière saccadée, s'arrêtait pour des raisons inconnues en beau milieu de nulle part. Le sentiment de terreur s'intensifiait avec l'obscurité. On était si proches les uns des autres qu'on avait l'impression d'être des sardines dans une boîte de conserve. Il n'y avait pas de place pour bouger. Donc là, on n'est pas encore dans une situation de déportation faite par les nazis, hein. C'est juste des gens qui fuient la guerre, comme on voit malheureusement encore aujourd'hui, et à nouveau aujourd'hui, des exemples. Soudain, j'ai senti quelque chose frôler ma jambe. J'ai sursauté et regardé en bas. Incroyable, c'était Lala. Dieu seul sait comment elle nous avait retrouvés au milieu de toute cette cohue. Lala était le seul point positif de ce terrible voyage vers Łódź lors de cette fatale nuit.
Donc une fois de plus, et c'est pour ça dans le dessin animé tout est en noir et blanc ou en gris, et Lala est en couleur dorée. C'était le seul point de lumière de leur journée en ces moments fatidiques. Alors ici donc encore le mémorial avec en forme de Matzevot les lieux de déportation d'où partaient les trains du Radegast. Bien sûr, Kulmhof-Antner, c'était le centre d'extermination, et Auschwitz-Birkenau. Donc pour rappel, 67 000 juifs du ghetto de Lippstadt, quand il sera détruit finalement en août 1944, seront envoyés à Auschwitz-Birkenau. Également des transports vers d'autres camps de concentration, Stutthof dans le nord de la Pologne, Ravensbrück, le grand camp de concentration pour les femmes au nord de Berlin, et Gross-Rosen, qui était dans un premier temps, qui dépendait d'Auschwitz, mais qui est devenu indépendant par après, également en Pologne actuellement. Alors, le cimetière juif de Łódź, si vous avez l'occasion d'y aller un jour, c'est absolument à voir. Et un exemple de cette vie juive très contrastée finalement, hein, parce que les clichés juifs des nazis, c'était ils ont de l'argent, etc. Il y en avait des très riches, un des plus riches, c'était Israël Poznański, c'était un industriel, bien sûr dans le textile, décédé en 1900, en l'an 1900, tout rond, qui s'était fait construire ce mausolée, il n'y a pas d'autre mot. C'est la plus grande tombe individuelle juive au monde. Et donc ici, vous voyez des petites tombes qui sont très modestes. Là aussi c'est pas mal, hein, donc il a fait bien travailler le vendeur de marbre local. Il y avait donc de tout dans cette ville, comme il y a toujours de tout dans toutes les villes, et donc au-delà de tous ces clichés-là. Ici, ça c'est la partie où on a essayé d'enterrer chaque fois individuellement, parce que pour les juifs c'était important bien entendu un enterrement en bonne et due forme, et bien sûr de façon individuelle. Je dis pour les juifs, mais pour nous, c'est tout, enfin pour les chrétiens, c'était tout aussi important qu'on ne se retrouve pas dans une fosse commune. En général, dans le passé, c'était pour les indigents, mais fosse commune, bien entendu, il y en a eu pas mal durant la Seconde Guerre mondiale, suite à des crimes. Ici, ce sont toutes des tombes individuelles, et on estime que 43 000 personnes sont mortes dans les ghettos, donc comme le père de Roman Kent, de ces mauvais traitements et de ce manque de nourriture, ils ont été enterrés dans la partie cimetière du ghetto, du cimetière de Łódź, du cimetière juif de Łódź. Alors ici, Roman Kent, c'est une photo que j'ai eu l'honneur de prendre moi-même, donc devant le monument international à Birkenau, mais j'ai un peu zoomé pour qu'on le voit quand même de plus près. Quand il était président du comité international d'Auschwitz, chose qu'il est devenu en 2011, et en fait là il est avec Christoph Heupner, donc, qui est également au comité international d'Auschwitz. Alors, je vais vous lire une dernière petite chose. Mais un jour, une annonce fut faite exigeant que tous les chiens juifs soient rendus aux Allemands. Bien que Lala se soit faufilée dans le ghetto, il n'y avait aucun moyen de nier qu'elle nous appartenait. Donc Lala les a suivis, bien qu'il les laissait chez leurs voisins juifs, polonais à Łódź également, pour aller dans le ghetto. Lala avait été, il n'y a pas d'autre mot, foutu le camp, et les avait rejoints, les avait retrouvés dans le ghetto. Il n'y avait aucun moyen de nier qu'ils nous appartenaient. Les Allemands n'avaient qu'à consulter les registres, donc il était impossible de le cacher. Les peines pour avoir caché Lala seraient très sévères, nous serions tués. Lentement mais sûrement, le jour du jugement dernier arriva, et Lala dut nous quitter pour toujours. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ce jour-là, à part que Lala ne voulait pas quitter l'appartement, et qu'elle s'est cachée en dessous du lit jusqu'à ce que mes parents l'en retirent. L'amour. Lala fut la première à m'apprendre la véritable signification et l'interprétation de ce mot. Qu'on soit dans notre bel appartement en ville, dans notre villa d'été, dans notre logement à l'étroit à l'usine ou dans la pièce lugubre du ghetto avait peu d'importance pour Lala. Perdre Lala était pour moi comme perdre un membre de notre famille. Nous n'avons jamais revu notre chère Lala. Pourtant, elle vit toujours dans mon cœur, dans le cœur de mes enfants et de mes petits-enfants. Et j'espère qu'elle vivra dans le cœur de tous ceux qui liront cette histoire. Je vous remercie pour votre attention.